Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième interview Sales Tech avec Guillaume de Lemlist. Aujourd'hui, nous allons parler technique de vente B2B, nous allons parler French Tech, nous allons parler Sales Tech. Lemlist, c'est une entreprise qui a développé un logiciel de cold emailing pour vos prospections outbound. Et par ce logiciel, en fait, vous allez pouvoir trouver des clients via vos campagnes emailing. Tout ça dans le but d'augmenter le CA des gens qui utilisent le logiciel Lemlist. Lemlist, en quelques chiffres, c'est plus de 10 000 clients à travers 80 pays, une équipe de 35 personnes, 6 millions d'ARR. Et récemment, donc je pense que vous avez peut-être vu cette information sur les réseaux, notamment sur LinkedIn ou YouTube, Guillaume a refusé une levée de fonds de plus de 30 millions d'euros. Lemlist, c'est aussi une solution qui a récemment intégré une intégration avec l'outil de phoning Aircall, mais aussi qui a intégré des fonctionnalités liées à la prospection sur LinkedIn. Donc ça devient un outil multicanal. Et Guillaume va justement nous expliquer pourquoi il a mis en place cette stratégie sur son outil. La force de Lemlist, c'est qu'ils ont été capables de créer des communautés en ligne qui ont eux-mêmes évangélisé sur le produit. Donc, ils ont créé un groupe Facebook qui s'appelle Lemlist Family où les utilisateurs du logiciel Lemlist se partagent les bonnes pratiques de la prospection emailing. Mais aussi, Guillaume est assez actif sur YouTube. Il a sa propre chaîne qui fonctionne un petit peu sous forme de blog où il présente sa vie un petit peu business. Et il est aussi présent sur le réseau social LinkedIn. Il avait été expulsé de ce réseau et puis il est revenu en force sous le pseudonyme de G. Je vais vous laisser voir l'interview, j'espère qu'elle va vous plaire. On va multiplier ce genre de format avec des acteurs de la Sales Tech, des CEO de la Sales Tech. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Bonne visualisation de l'interview. Pour que tu aies une vue d'ensemble très rapide de ce que nous on fait chez Sales by Tech, pour que ça te permette un petit peu d'identifier notre audience, on est une agence en transformation digitale à destination des équipes de vente, sales et marketing. On travaille essentiellement avec des PME et on partage les bonnes pratiques Sales Tech à nos clients, à notre audience, tout en poussant nos partenaires. Donc on a une box sur notre site. On a une centaine de clients à notre actif en 1 an et demi. Des clients que nous accompagnons donc sur les sujets suivants: réputation, acquisition, conversion, rétention et promotion. On est une équipe de 8 personnes. J'ai vu qu'à la base, toi, tu avais commencé aussi avec une agence d'acquisition. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette expérience? J'imagine que ça t'a aidé à comprendre un petit peu les attentes du marché vis-à-vis de ce que vous faites là actuellement avec Lemlist. Ouais, clairement. À l'époque, en fait, j'avais une agence d'acquisition. J'avais cofondé ça avec un de mes potes à HEC. Et en gros, on avait notre objectif, en fait, c'était faire de la prospection par cold email et multichannel aussi de temps en temps. Où en fait, notre objectif, c'était juste de placer des rendez-vous pour nos clients. Donc en fait, on gérait toute la partie collecte de data, donc récupération des données, automatisation des campagnes avec création du copywriting, donc des messages, jusqu'à la prise de rendez-vous. Et en fait, tout ça, c'était très cool parce que ça m'a permis vraiment d'avoir une super connaissance donc, de tout le marché parce que, si tu veux, en fait, tous nos concurrents, je les connaissais parce que je les utilisais pour nos clients. Et en fait, c'était cool. J'ai vu, tu vois, on arrivait à poser, on avait des boîtes où en fait, ils avaient une LTV, donc Lifetime Value, l'argent que les clients leur payaient qui parfois dépassait les plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, tu vois, quand tu leur posais 2-3 rendez-vous pour eux, en fait, c'était potentiellement des millions d'euros de chiffre d'affaires générés. Et en fait, il y a au bout d'un moment où je me suis dit, on fait masse de prospection pour les autres. Déjà, je trouvais ça un peu frustrant parce qu'il y a un côté où, sur le long terme, tu vois, ouais, tu fais grossir leur boîte, toi aussi tu grossis parce qu'évidemment que tes clients ils sont contents donc ils restent. Mais en fait, sur le long terme, je me sentais pas trop à l'aise là-dedans. J'étais plus à l'aise sur le fait que je trouvais que les outils qui existaient, ils avaient un côté trop de tu vas faire de la vente en autopilote, tu n'as rien à faire, c'est juste des trucs tout automatisés. Alors que dans les faits, si tu veux que ça marche, c'est pas du tout ce qu'il faut faire, tu vois. Et donc en gros, tu vois, il y avait vraiment il y avait un peu ce côté, je trouve, où moi je viens du marketing. Enfin, à la base, je suis ingénieur chimiste, donc ça n'a rien à voir, mais j'ai fait un master en market à côté. Et en fait, le truc, c'est que je trouvais que ce qui est chiant avec le marketing, c'est que comme tu vois, ton but, c'est toujours de pousser l'optimisation, les ventes, tout ça. En fait, tu vas forcer et parfois trop pousser un message qui fait plaisir à tes clients parce que évidemment, tu vois, si tu me dis
Guillaume, est-ce que tu as envie de faire de l'argent en dormant? Je vais te dire oui, tu vois. Évidemment, tu vois que j'ai envie. Tout le monde a envie. Ça, c'est des questions un peu connes. Mais donc, du coup, eux, ils vont se dire cool, tu vois. Donc, ce qu'on va pousser comme message, c'est automatiser tout et vous allez réussir à faire de l'argent. Sauf que dans les faits, et quand tu regardes vraiment la prospection qui fonctionne, la vente, c'est de la construction de relations et pour ça, il faut de la personnalisation et ça prend du temps. Donc, moi, ce que je me suis dit, c'est OK, il y a un gap sur ce marché parce qu'on a d'un côté toutes les personnes qui n'arrêtent pas de te dire que l'intelligence artificielle, ça va transformer le monde, tout ça. Mais dans les faits, quand tu regardes ce que fait l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est très, très loin de ce qu'un humain peut faire. Bien sûr. Personnalisation. Ouais. Et la construction de relations, elle doit se faire avec de l'intérêt, avec de la recherche en amont. Et du coup, on s'est dit, on va un peu casser tout ça, faire une plateforme qui permet d'ultra personnaliser, de pousser des choses et aussi après bosser à fond la partie technique avec des gros algos d'envoi, de délivrabilité et utiliser notre communauté pour faire des choses qu'aucune plateforme n'a fait auparavant. Ok, très très clair. Nous, en fait, ce dont on s'était rendu compte, et c'est aussi la raison pour laquelle on a créé cette agence, c'est qu'il y avait un manque de connaissances énorme. Par exemple, nous, on est passé chez SAP, les sales en interne, et les clients, les prospects, ils avaient une connaissance qui était quasiment à zéro sur les sujets sales tech. Et j'ai vu que tu en parlais dans une interview aussi de ce problème. Et là, ce que je te propose sur les questions qui vont venir, c'est que tu nous aides à comprendre comment on utilise au mieux les outils qui sont développés par Lemlist. Donc l'outil de Lemlist. On a reçu Toinon de Prospecting récemment qui nous expliquait que les axes d'amélioration en ce qui concernait ces outils, c'était de faire en sorte que les clients ils sachent parfaitement se servir de ces solutions. Est-ce que c'est le cas également pour toi? Est-ce que c'est un challenge hyper important pour vous actuellement? Ouais, nous, ça a été, je pense que depuis les premiers jours de Lemlist, c'est dans notre ADN. En fait, si tu veux, on est la première. Quand tu regardes notre communauté, tu vois des trucs genre juste de fou qui se passent. C'est-à-dire que tu as des gens qui partagent leur template, qui partagent ce qu'ils ont écrit. Alors que tu vois, dans les boîtes, depuis des dizaines d'années, il n'y a personne qui partage en fait. Les gens gardent tout pour eux parce qu'ils pensent que c'est des secrets, etc. Et en fait, pourquoi on a réussi à créer tout ça? Parce qu'en fait, au tout départ, moi, je viens de la prospection. Donc, j'avais les mains dans le cambouis, tu vois, pendant super longtemps. Donc, en fait, ce que je faisais, et comme j'ai mon background un peu, tu vois, ingé, où j'adore tester 1 milliard de trucs, en fait, je faisais plein de tests. Tout ce qui marchait, je le prenais, je l'analysais, je le détaillais. Et toutes les semaines, dans la communauté, je postais du contenu là-dessus. Et les gens, ils trouvaient ça fou. Et en fait, petit à petit, les gens ont commencé à faire ça. Puis, on a décidé de créer ce qu'on appelle le Lemlister of the Week. C'est-à-dire que chaque semaine, on donne une récompense à nos meilleurs clients donc, qui ont eu les meilleurs résultats de prospection. Ils partagent tous leurs templates, on les met en avant et tout. Et en fait, du coup, ça permet déjà, de montrer que c'est possible d'atteindre de super résultats et de deux, quelle est la bonne manière et quelles sont les bonnes méthodes à appliquer pour y arriver. Donc nous, tu vois, ça, c'est un truc qu'on fait déjà depuis 3 ans et demi, partager du contenu actionnable sans bullshit, tu vois. On va pas te dire, voilà comment tu peux tout automatiser et c'est bon, c'est free. Et on essaye vraiment d'aller dans le concret et d'expliquer tout ça, tu vois. Donc le problème, donc justement, avec le passage à l'échelle, avec l'automatisation, c'est que ça ne nous donne pas forcément l'opportunité de s'intéresser aux prospects individuellement. Donc je te donne un exemple, de trouver une actu clé et de leverage dessus. Par rapport à l'hypersonnalisation et l'automatisation, quelle est la balance parfaite selon toi entre les deux? Est-ce que c'est de tester avec 5 à 10 prospects, puis ensuite de passer à l'échelle, ou c'est au contraire de tester avec 1000 personnes et de structurer en disant voilà, il y a 5% des prospects qui répondent positivement à ce message, il y a 25% des prospects qui répondent positivement à ce message, etc. En fait, tu as 2 cas, tu vois. Tu as soit le prospect est vraiment ultra froid, dans le sens où il n'a jamais entendu parler de toi, il ne sait pas qui tu es, il ne sait pas ce que tu fais, etc. Et dans ce cas-là, pour moi, c'est de la relation, c'est de la construction de relations pure. C'est-à-dire qu'il faut que tu passes du temps pour chaque personne, trouver une information sur lui, sa boîte. Par exemple, si je devais te prospecter pour un nouvel outil, tu vois, je dirais hello Yannick, j'ai regardé ta dernière émission, j'ai adoré les questions que tu posais sur XYZ. Je trouve que c'est trop bien votre tagline d'aider, tu vois, toutes les PME en France dans leur transition digitale. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce que vous implémentez aussi des outils chez les gens? Ça serait peut-être cool qu'on discute, tu vois. By the way, moi c'est Guillaume, nanana, et juste une petite phrase, tu vois, pour donner un peu de contact. Mais tu vois, l'idée c'est que je fasse un message à propos de toi, j'essaye de construire une relation et tu vois, j'y aille plus dans la construction. Donc en gros, ok, peut-être qu'on peut échanger sur des techniques sales, growth, etc. Moi j'ai grossi ma boîte à plusieurs millions en moins de 2 ans. Et donc voilà, tu vois, et donc réussir un petit peu à créer cette relation. Et ça, c'est des choses que peu de personnes font, tu vois. Donc cette partie-là, elle ne doit pas être automatisée. Donc c'est l'icebreaker, quoi, le brise-glace.
Mais par contre, après, tout est follow-up, donc les messages de relance, la visite du profil LinkedIn, l'envoi d'un message sur LinkedIn, l'email, etc., etc. Tout ça, c'est des choses que tu peux automatiser. Parce qu'en soi, dans ces messages-là, à partir du moment où tu as ton premier icebreaker, moi, ce que je conseille de faire globalement, c'est par personne de trouver 2 icebreakers, donc 2 brise-glaces. Un premier sur le message 1. Donc typiquement, tu vois, tu commences pas par Hello Yannick, tu vas commencer par j'étais en train de regarder ton interview et j'ai bien aimé quand tu parlais de ci, ça, ça. Je trouve que tu apportes vachement de valeur sur les questions que tu poses aux intervenants. Enfin, tu vois, un truc voilà, avec des exemples précis. Et après, un deuxième icebreaker sur peut-être, je sais pas moi, ta boîte, je regardais ton site et j'ai vu ta. Et en fait, le premier icebreaker, il est dans le mail 1. Le mail 2, ça va être par exemple une relance Hello Yannick, juste pour checker que tu avais bien reçu mon mail. Troisième truc, c'est un message LinkedIn, par exemple. Et là, dans le message LinkedIn, je vais te dire Hello Yannick, je t'ai envoyé un mail il y a quelques jours. PS, genre, je viens de checker ton site. Et là, donc, c'est là où tu mets le deuxième icebreaker. Et ainsi de suite. Et comme ça, en vrai, par prospect, tu passes peut-être 5 à 10 minutes. Tu en contactes, tu vois, genre 5 à 10 minutes par prospect. Ça veut dire que tu en fais globalement entre 6 à 12 par heure. Tu vois, on va dire que tu en fais 10 par heure. Tu fais ça 4 heures par jour, tu vois. Tu fais ça le matin, en fait. Et tu fais ça, tu vois, tu te fais une 50aine de prospects par semaine. Et là-dessus, tu récupères avec tes relances, tu peux trouver des taux de réponse à 40%, tu vois. Parce que personne ne le fait, en fait. Personne prend le temps de le faire. Et parce que quand quelqu'un écrit un message qui est ultra personnalisé pour toi, tu as au moins la décence de répondre, tu vois. Ouais. Et en gros, ça, c'est la première partie, donc prospect ultra fois. Et après, tu peux avoir des prospects qui sont un peu plus chauds. Par exemple, je sais pas, ils ont regardé ton contenu, liké tes posts, etc. Ils ne te connaissent pas, ils ne sont pas clients, tu vois, ça reste des prospects. Mais du coup, ils te connaissent un peu plus. Et là, du coup, c'est là où tu veux faire un peu plus d'automatisation, c'est quand il y a eu des actions, tu vois, des signaux. Genre, par exemple, je sais pas, tu vois, on avait fait un lead magnet où on proposait l'accès à un hub avec tous les cold email templates, etc. Ben, là-dessus, tu vois, il y a plein de prospects dedans. Ben, en fait, là-dedans, tu peux faire un message personnalisé, tu vois, parce que ça va être pertinent pour eux vu qu'ils ont fait une action. Donc, typiquement, ça va être « Hello, j'ai vu que tu étais intéressé par ci, ça. D'ailleurs, je me posais la question, sachant que tu es quelqu'un, tu vois, qui est intéressé par le cold email sur les nouveaux templates, tout ça. On en a d'autres en stock et on a aussi quelques tips en plus qu'on pourrait partager. Est-ce que tu es chaud qu'on se fasse 15 minutes ?» Tu vois, c'est juste de l'apport de valeur. Et après, une fois que tu es dans le call avec la personne, là, tu peux savoir si oui ou non, cette personne est un bon fit pour devenir client. Mais d'abord, c'est de la construction de relation. Donc, l'automatisation, ça se fait uniquement quand tu as réussi à avoir des signaux. Donc, et les signaux, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être, ils ont liké tes posts, ils suivent la page de ta compagnie, ils vont à un événement auquel tu vas. Ça marche très bien, tu vois. Genre, rencontrons-nous à tel event ou j'ai vu que tu étais Est-ce que tu as… Et tu vois, et en fait, tous ces trucs-là, toutes ces petites phrases d'accroche de signaux te permettent de faire de l'ultra-personnalisation qui est pertinente pour la personne, vu qu'il y a du contexte, et ensuite que tu peux lier à de la construction de relations, mais de façon automatisée. Alors que prospect à froid, là, c'est idéalement vraiment passer du temps sur chaque personne et rajouter un icebreaker. Ok, très clair. Et j'ai une autre question pour essayer d'avoir des réponses aussi par la négative. Quelles sont, selon toi, les mauvaises utilisations de ton produit, des mauvaises utilisations que vous avez identifiées? J'imagine que la plupart des messages que vous recevez sont liés à la mauvaise délivrabilité des emails. Par exemple, après tu peux me contredire si je me trompe, peut-être que c'est pas du tout ça. Mais tu vois, nous, quand on a commencé à travailler avec Lemlist ou même avec d'autres outils, c'était le premier problème auquel vraiment on s'est heurté et auquel on a dû faire face quand on connaissait rien du tout sur les sujets. Ouais, bah ça typiquement c'est vrai que quand les gens connaissent pas la délivrabilité, donc peut-être pour rappeler un peu la définition, c'est est-ce que ton mail il arrive dans l'inbox de la personne ou est-ce qu'il est dans les spams ou ailleurs, tu vois. Et ça c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, il y a un peu aussi cette mentalité peut-être à l'ancienne où on se dit c'est bien d'acheter des bases de données, c'est fiable, etc. Alors qu'en vrai c'est vraiment ce qu'il faut pas faire. Et donc ils envoient des centaines ou des milliers, des dizaines de milliers d'emails d'un coup à plein de personnes, tout ça, et ils s'attendent, tu vois, forcément à avoir un taux d'ouverture très élevé, tout ça. Et en fait, il y a pour plein de personnes, quand tu leur demandes qu'est-ce que c'est un bon taux d'ouverture pour toi, et je parle vraiment genre dans nos clients qui sont des grosses enterprises, etc. Je ne vais pas mentionner de nom, mais en gros, ils te sortent, tu vois, qu'un bon taux d'ouverture pour eux, c'est 20-25%. Alors que moi, je leur dis, si tu es en dessous de 60%, c'est que potentiellement, tu as mal fait tes campagnes, tu vois. C'est que tes emails, ils ne sont pas délivrés. Et pour ça, tu vois, il y a un setup technique qui est assez important. Donc, SPF DKIM, globalement, c'est comme la carte d'identité de ton domaine. C'est pour montrer qu'il y a une vraie personne physique derrière quand tu envoies des emails. Après, il y a l'aspect chauffage d'un email.
Donc, lorsque tu crées une adresse, il faut d'abord échanger des messages. En gros, c'est un peu… moi, je vois ça un petit peu comme globalement le monde des emails, c'est un peu comme le monde des boîtes de nuit, tu vois. Quand tu arrives devant une boîte où il y a une queue, bah, c'est un peu la même chose. Tu vois, s'ils ne te connaissent pas, bah, déjà, tu ne vas pas rentrer, on va te dire dégage. Si tu es un peu habillé comme un schlag, etc., ça va être la même chose. Et en fait, c'est un peu ça, tu vois. Alors que si tu arrives, tu es un peu classe, tu as tout fait dans l'ordre, tu connais la personne, ça va être beaucoup plus facile de rentrer. Et en fait, les emails, ça fonctionne de la même manière. Tu as ta réputation, un email, il a une réputation, un domaine a une réputation, pardon, et cette réputation, elle va varier en fonction de ton comportement. Exactement comme quand tu es dans une boîte, tu vois. Si tu te comportes bien, bah, tu ne te feras pas virer. Bah, avec tes mails, c'est la même chose, tu vois. Donc, quand tu rentres, bah, tu vois, et que si les gens n'indiquent pas que tu es un spammer, ne te foutent pas dans le spam, etc., bah, potentiellement, ta réputation, elle va augmenter. Si les gens te répondent, bah, dans ce cas-là, ça envoie des bons signaux à tout ce qu'on appelle les donc ESP, Email Service Providers, donc genre Google, Outlook, Exchange, etc. Et en fait, tout ça, ça va t'aider globalement à avoir une meilleure délivrabilité, un meilleur taux de retour aussi au final, parce que si tes emails arrivent dans l'inbox, tu as beaucoup plus de chances d'avoir de réponses, ce qui est un peu logique. Et en fait, il y a beaucoup de gens, c'est assez intéressant d'ailleurs, notamment des marketeurs, je tape un peu dessus, mais en vrai, je suis marketeur à la base aussi, mais en gros, qui ont tendance, tu vois, à se dire « ouais, il faut que je change un petit peu l'objet parce que sinon, mon mail, personne ne va l'ouvrir, tout ça ». Alors qu'en vrai, il devrait être focus sur la délivrabilité. Parce qu'un mail, à partir du moment où il arrive dans l'inbox de chez quelqu'un, il y a de fortes chances, tu vois, pour qu'il soit ouvert. Tu vois. Bien sûr, ouais, c'est clair. Ok. Et ton outil, il encourage la vente directe en B2B. Est-ce que ça encourage également à l'alignement, selon toi, des équipes sales et marketing, ou cette question, elle est totalement hors sujet en ce qui concerne l'Emlist? En fait, je pense que c'est essentiel que market et sales ils soient toujours alignés, tu vois. Et après, c'est la question, en fait, le but du marketing, c'est aussi d'aider les sales à construire de meilleures relations avec les prospects, tu vois. Et donc, la question de l'alignement, ça va bien évidemment avec la prospection. Chez nous, tu vois, on a mis en place en fait, on pousse vachement la personal brand, donc la marque propre de chaque personne. Et en fait, nos équipes marketing aident aussi, tu vois, nos équipes sales à se mettre en avant sur LinkedIn. Comme ça, quand ils contactent des gens en mode prospection multi-channel, bah, la création de relations se fait beaucoup plus simplement et beaucoup plus facilement. Et donc, les taux de retour sont 10 fois plus élevés, en fait. Ok. Et on a observé aussi un problème vis-à-vis de nos clients. Ils se concentrent souvent sur le court terme et ils veulent souvent des résultats très, très rapidement. Alors que nous, on pense qu'une bonne stratégie outbound, elle se construit sur la durée. Tu penses quoi de ça et tu répondrais quoi à nos clients du coup? Bah, en fait, honnêtement, pour chaque personne qui décide de se lancer dans la prospection, si vous commencez à bosser avec des agences, je pense que la base déjà, c'est des contrats de 6 mois, tu vois. 3 mois, c'est limite genre le strict minimum, mais encore, je ne conseillerais pas. Pour moi, un bon contrat sur une stratégie outbound, c'est 6 mois, 1 an. Et en fait, ça met du temps, tu vois, parce que dans un premier temps, déjà, tu as tout le setup, être sûr que le setup technique fonctionne. C'est des choses que tu ne peux pas presser, en fait. Et si tu décides de le presser, parce qu'on a des boîtes qui l'ont fait, bah en fait, c'est des mois et des mois de galère que tu vas te taper après, parce que si tu as un de tes domaines qui est blacklisté, donc c'est-à-dire que tes mails arrivent en spam, en fait, ça peut tout niquer, quoi. Hein. Genre, tes mails, genre juste même des clients entrants qui vont t'écrire des mails, tu vas répondre, ça ira en spam, ça sera horrible, quoi, tu vois. Et pour ça, il faut passer du temps dans le setup technique. Ça, c'est le premier point. Et ensuite, après, une stratégie d'outbound, ça prend du temps avant de porter ses fruits. Et en fait, là où les gens, tu vois, ont un peu de mal, ou ce que les gens ont un peu de mal à comprendre, c'est que tu crées des effets de réseau aussi. C'est-à-dire que quand tu fais de l'outbound, ce qu'on conseille, c'est de bosser en vertical, en fait. Prends un exemple très con, je vais prendre, c'est pas moi, toutes les agences qui font de l'acquisition en B2B et qui proposent des services de prospection. Ça, c'est ma verticale et qui ont moins de 20 personnes, admettons. Tu vois. Et donc, du coup, bah, l'idée, ça va être de leur envoyer des messages, tester un peu des messages différents, voir les accroches qui fonctionnent, tout ça. Et en fait, petit à petit, tu vas te rendre compte que tes clients qui sont contents, tu vas pouvoir leur dire « Est-ce que tu connaîtrais potentiellement d'autres personnes qui seraient intéressées ?» Parce qu'en fait, le truc, c'est que dans les agences, ils connaissent forcément d'autres agences, d'autres personnes. Et en gros, petit à petit, tu peux commencer à créer des réseaux. Et plus tu as des effets de réseau, en fait, ça, c'est un truc que les gens auxquels ils pensent quasiment jamais en outbound, mais c'est les effets de réseau que tu peux créer. Et en fait, si tu te focuses sur une verticale, tu vas voir que petit à petit, tes taux de réponse vont augmenter au fur et à mesure du temps. Mais ça, c'est pas un truc qui se fait comme ça, tu vois. C'est après 6 mois, 1 an, etc. Si tu fonces vraiment une verticale, là, tu vas avoir des effets de réseau
Et après, tu verras que tes taux de retour seront beaucoup plus élevés. Bien sûr. Comment tu vois l'emailing évoluer dans le futur? Est-ce que tu penses qu'on va vers une saturation de ce moyen-là ou bien au contraire, on est au début de l'ère? Je pense que le futur de la prospection, c'est sûr que c'est du multi-channel. Parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que tu as des gens qui ont décidé de délaisser leurs emails. Tu as des gens qui vivent. Moi, par exemple, tu vois, j'ai la politique inbox zéro. C'est-à-dire que mes mails, j'y réponds tout le temps. Enfin, tu vois, genre, je garde rien dans mon inbox. Mais il y a des gens, par exemple, qui ont décidé de laisser mourir leur inbox et c'est pas grave, tu vois. Et ces gens-là, par contre, peut-être que sur LinkedIn, ils sont beaucoup plus réactifs ou peut-être que par téléphone, ils sont beaucoup plus réactifs. Et en fait, aujourd'hui, un commercial ou une force de vente doit s'adapter à son client vu que c'est toi qui veux construire une relation. Donc, multi-channel, ça, c'est sûr que c'est la base. Après, je pense que par définition, l'être humain est feignant, tu vois, genre notre cerveau est feignant, donc nos actions sont aussi feignantes. Si on peut automatiser quelque chose en se disant ouais, c'est sûr que ça va fonctionner, même si c'est pas le cas, on va se dire ok, je fais comme ça, c'est la facilité et ça me donne des résultats ok et je vais pas avoir envie de m'améliorer. Donc en fait, oui, le canal est saturé par des mauvaises pratiques, mais du coup, ça laisse une opportunité de l'espace pour juste toutes les personnes qui décident de faire les choses bien en fait. Et en gros, tu peux prendre, franchement, tu as juste à prendre, je sais pas moi, les 20 ou 30 derniers emails de prospection. Dès que tu reçois un email de prospection, mets-le dans un folder et ensuite tu en prends 30 et tu regardes, genre, est-ce qu'il y en a un au moins sur les 30 qui est différent, où il parle de toi, où il parle… Moi, on m'envoie des messages genre, hey Guillaume, on recrute des devs JS, machin. Je suis là, bon, arrête quoi, tu vois, genre, c'est pas personnalisé, c'est vraiment en dehors du scope. Et en fait, c'est ça, les gens utilisent l'automatisation à mauvais escient, mais ceux qui le font bien, en fait, c'est l'Eldorado pour eux, tu vois. Et ça va durer sur les 10 prochaines années, c'est sûr. Nous, en fait, pour nos clients, on n'utilise pas l'Emlist, tout simplement parce que vous n'avez pas de programme, affiliate programme assez simple sur lequel postuler très simplement sur l'affiliate programme. Vous avez un programme partenaire, mais il me semble que vous sélectionnez les personnes avec qui vous travaillez, vous n'en avez que quelques-uns. Quels sont selon toi donc, les différenciants vis-à-vis de tes concurrents comme Woodpecker, par exemple? Est-ce qu'il y en a ou est-ce que pas forcément? En gros, les différenciants qu'on a globalement par rapport à tous nos concurrents, c'est les résultats qu'on obtient. En fait, il y a plusieurs parties. Il y a au niveau de la délivrabilité, on est de loin les meilleurs et c'est impossible que les gens réussissent à nous dépasser là-dessus parce qu'en fait, on a la plus grosse base d'utilisateurs partout dans le monde avec des compagnies qui sont, tu vois, des enterprises jusqu'aux petits entrepreneurs. Donc, nos algos d'envoi pour aider les emails à chauffer. Parce qu'en gros, pour expliquer rapidement, on a une feature qui permet de booster la délivrabilité où en fait, les emails envoyés sont des emails auto-générés et nos clients s'envoient des messages et des réponses automatiquement. Et quand leurs messages arrivent en spam, on les sort du spam pour les mettre dans l'inbox. Ce qui veut dire qu'on envoie tout le temps vraiment genre un booster à tous nos clients. Et donc, par conséquent, tu vois, notre taux de délivrabilité, notre taux d'inbox, il est vraiment 100 fois supérieur comparé à des concurrents, tu vois. Et ça, c'est un truc en fait qui est absolument pas copiable parce que tu vois, nos gros concurrents US, eux, leur focus, c'est que les US ou un petit peu Europe, mais en Europe, ils ne sont pas du tout implantés. Donc, en fait, ils n'ont pas du tout cette variation, tu vois, d'email mailbox. Ensuite, en général, ils vont aller plus taper des grosses boîtes. Donc, ils n'ont qu'une typologie de boîte alors que nous, on a tout. Et en fait, pareil, sur l'âge des inbox, on a des trucs, tu vois, de 25-30 ans jusqu'à ça vient d'être créé. Et donc, en fait, dans nos algos d'envoi, il y a des trucs qu'on fait qui sont juste incopiables et que personne ne pourra jamais faire. Ensuite, il y a la partie algo d'envoi aussi. Donc, comment est-ce qu'on envoie les emails? Il y a beaucoup de nos concurrents qui ont essayé de copier et sur l'envoi où en fait, ils faisaient tous en batch, c'est-à-dire qu'ils envoyaient des 1000 mails par 1000 mails à chaque fois, alors que nous, on a pareil, tu vois, ce que les gens voient sur la plateforme, c'est pas ce qui se passe vraiment derrière, où en fait, les emails sont envoyés de façon comme si c'était un humain qui faisait, les uns après les autres. Tu n'auras jamais 2 emails qui sont envoyés en même temps. On a un temps d'attente, on met des limites pour nos utilisateurs pour pas qu'ils bloquent. Pareil, tu vois, quand on fait du LinkedIn, on a des limites qui bloquent pour que les utilisateurs n'aient jamais de problème avec leur compte. Ils peuvent changer leurs limites s'ils veulent, mais dans tous les cas, c'est à leur risque et péril. Mais nous, par défaut, tu es vraiment en sûreté. Et après, il y a toute cette partie ultra personnalisation que personne d'autre ne fait. Donc, on peut rajouter des images, des vidéos, etc. pour rendre la prospection plus humaine et avoir beaucoup plus de taux de réponse. Et après, pour répondre à ta question concernant l'aspect affiliation, en fait, il y avait 2 points. On avait lancé un programme au tout début, mais en fait, on s'est retrouvé avec des gens qui faisaient n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils vendaient l'Emlist n'importe comment, ils créaient des comptes pour eux, pour récupérer de l'argent derrière. On a des mecs qui ont commencé à acheter l'Emlist comme mot-clé
pour driver sur notre site. Donc, en fait, ils prenaient notre trafic organique pour se faire de l'argent. Donc, en fait, le truc n'avait plus aucun sens. Donc, en fait, on a cut ça. Et en fait, après, en réalisant un petit peu toutes les personnes qui avaient été affiliates, on s'est rendu compte qu'on ne voulait pas des gens qui recommandent notre service juste parce qu'ils avaient un referral. Et donc, c'est pour ça qu'on a lancé le programme de partenaires. Parce qu'en fait, c'est des gens qui kiffent l'Emlist, qui savent ultra bien l'implémenter, qui sont de très bonnes personnes, tu vois. Et nous, en fait, l'avantage, c'est que, en fait, pour qu'ils soient sélectionnés, on demande, OK, donnez-moi accès à vos campagnes de clients avec les stats, on regarde et si on voit que c'est des bons résultats, ben, on les met sur notre page partenaire. Et en fait, du coup, c'est win-win dans le sens où toutes les personnes sur la page partenaire, ils récupèrent évidemment beaucoup de clients. Enfin, tu vois, on a généré franchement des centaines de milliers et je pense que là, on a dépassé le million d'euros générés pour nos partenaires par des clients. Et en fait, parce qu'il y a cette relation de confiance et parce que ce n'est pas juste un truc financier au départ, tu vois. Ça se base sur une relation qui a été construite sur la durée. On va passer sur une partie, donc la French Tech. On observe un vrai regain d'intérêt concernant la création d'entreprises ou d'activités indépendantes freelance, un peu comme dans toutes les crises. Toi, tu en penses quoi? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est passager ou tu penses qu'on est vraiment au début de quelque chose de nouveau? Je pense que ça va durer. Je pense que c'est… Après, tu vois, tu as des modes. C'est un peu toujours pareil. L'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose de facile. Il y a beaucoup de gens, tu vois, qui voient un petit peu les paillettes de tout ce qui se passe, etc. Mais après, ce qui est génial avec l'entrepreneuriat, c'est de l'apprentissage. Donc, à partir du moment où tu passes d'une mentalité où tu es… moi, ma vie, ça doit être un apprentissage constant. Je dois me développer d'un point de vue personnel. Et grâce à ça, tu vois, quand je vais lancer un business, en fait, il va y avoir des hauts et des bas jusqu'à ce que j'arrive à un certain niveau où, en fait, je sais que je serai libre. En fait, une fois que tu as réussi à acquérir ça, c'est génial. Après, tu vois, pour moi, tu as deux parties. Tu as la partie entrepreneur, lancer un peu ton business ou rejoindre des projets qui ont un petit peu cette mentalité, tu vois, et cet état d'esprit. Parce que, tu vois, moi, c'est vrai, j'ai monté ma boîte et ça se passe très bien et c'est cool. Et voilà, mais après, je pense que plus jeune, si j'avais pu rejoindre une startup, parce que je n'avais jamais bossé en startup avant, j'aurais surkiffé, tu vois. Et je me serais dit, non, mais c'est génial, tu vois. Et quand je dis startup, je parle de petite entreprise, parce que après, il n'y a pas de… Voilà, tu vois, pour moi, c'est plutôt cette ambiance de OK, tu apprends par toi-même, tu fais beaucoup de choses, tu testes plein de choses, tu es agile, tu n'as pas 15 managers au-dessus de toi qui vont te dire quoi faire. Et donc, est-ce que ça sera passager ou pas? Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à faire comprendre aux gens que le télétravail, ça pouvait fonctionner. Nous, on a créé notre boîte en télétravail à la base. Donc, aussi, on a ouvert des bureaux au moment du Covid, ce qui n'a aucun sens, mais bon, c'est pas grave. Des choses un peu différemment, apparemment. Et du coup, tu vois, genre, c'est un truc qui fonctionne très bien et je pense que tu as de plus en plus de personnes qui ont envie de se lancer. Et après, tu vois, pour moi, on n'a pas encore traversé la crise. Pour moi, là, le Covid, tu vois, que ce soit aux US où ils ont imprimé masse de billets ou en France où pareil, on a injecté énormément d'aide, tout ça, la crise, elle va venir après. On n'est pas prêt encore, je pense. C'est clair. Et est-ce que tu penses que cette crise-là, elle va, entre grandes guillemets, bénéficier à la sales tech et ça va du coup permettre à des mastodontes d'émerger, des mastodontes qui vont se répandre sur le marché mondial, je pense notamment à Aircall, Dataiku, OVH, ou bien au contraire, on va se faire manger par des plus grosses entreprises américaines ou d'autres continents. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Est-ce que tu penses qu'on peut survivre sur cet échiquier mondial, nous les entreprises françaises? Ouais, je pense clairement, en fait, le truc, c'est qu'il y a en fait beaucoup de personnes, tu vois, déjà quand on s'est lancé en 2018, il y avait plein de gens qui nous disaient vous êtes sur un marché ultra saturé, jamais vous arriverez à faire, si vous arrivez à faire 1 million, ça sera déjà ouf, mais jamais vous y arriverez, etc. Tu vois, on a plié le truc en quelques années et après, tu vois, une croissance exponentielle. Et pareil, tu vois, on nous disait, ouais, vous n'aurez pas de clients aux États-Unis en étant français, il faut avoir des bureaux là-bas, utiliser les aides de la BPI. Enfin, tout ça, on a dit, on s'en bat les couilles. Enfin, nous, on fait notre vie. Moi, la prospection, je savais comment ça fonctionnait. Que tu contactes quelqu'un à Paris ou aux États-Unis, c'est exactement la même chose. Ton email, il est parti, tu vois. Donc, en gros, moi, j'ai prospecté sur plein de régions. J'ai vu qu'aux États-Unis, ça fonctionnait bien. Et nous, tu vois, c'est pour ça qu'on a une grosse partie de notre marché là-bas. Et pourtant, il n'y a pas une personne de la team qui est basée aux US, tu vois. Ouais. Genre, bon, on y va de temps en temps, mais en vrai, pas pour ces raisons-là, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, aujourd'hui, quand je vois un petit peu cette crise, entre guillemets, qui a forcé les gens à se digitaliser, et je trouve ça génial, mais en fait, une fois que tu as goûté à tous ces produits qui te permettent de simplifier ta vie, de rendre, tu vois, ta prospection un peu plus cool, etc. et tout,
pourquoi enfin, pour moi, il n'y a pas de raison que tu aies envie de revenir en arrière, tu vois. Donc, tu as toutes les boîtes qui étaient en stress au moment de la crise, qui sont un peu chauffées, tout ça. Et en fait, il y en a plein qui ont implémenté des choses et qui se disent, bah, en fait, ça marche, tu vois. Je suis plus productif, il y a plein de choses qui se passent bien, mon chiffre d'affaires augmente, j'ai aucune raison d'arrêter. Donc, je pense que le taux d'adoption des outils sales tech va vachement boomer et qu'après, c'est des marchés qui sont tellement gros que tu as de la place pour tout le monde. Enfin, tu vois, rien que sur notre spécifique domaine, sales automation, il y a déjà 2 plateformes aux US qui ont dépassé le statut de licorne. Et leur objectif, ça va être d'être des décacornes, donc la licorne à 10 cornes, donc 10 milliards, quoi. Donc, et en vrai, il y a de la place, tu vois. Il y a de la place et je pense que c'est cool. Ça va être des prochaines années vont être sympas. Selon toi, quelles sont les spécificités de vente du SaaS sur le marché français, sachant que vous vendez dans plus de 80 pays? Quelles sont les spécificités des clients français? Est-ce qu'ils sont plus chiants que les autres? Est-ce qu'ils sont plus sympas que les autres? Est-ce que tu en penses? Les Français, genre étant plus sympas, je pense que c'est la réputation qu'on a à l'étranger. En fait, ce qui est assez drôle avec les Français, tu sais, c'est que genre nous, on a Intercom, donc c'est le live chat sur lequel les gens peuvent. Donc on a une conversation avec le support, et en fait, à la fin, tu peux toujours mettre des notes. Et un Français ne mettra que très très rarement 10 sur 10. Tu vois, genre on va jamais dire que c'est parfait, tu vois. Et moi le premier, mais tu vois, c'est toujours. Ouais, c'était bien, mais tu sais, on a toujours aimé. Alors que tu vois, aux US, etc., c'est pas du tout la même mentalité. Après, je pense qu'en France, un truc qui est un peu dommage, globalement, la vente, ça fonctionne plus ou moins de la même manière. Enfin, tu vois, c'est de la création de relations. Il faut montrer aux gens la valeur que tu leur apportes, leur faire comprendre que ton outil est là pour les aider et leur expliquer comment l'utiliser pour qu'ils aient des bons résultats. Et à partir du moment où les gens ont un retour sur investissement, bah, ils sont contents, ils achètent. Par contre, tu vois, je vois que la prise de risque en France est vraiment pas quelque chose auquel on a été habitué. Je pense que c'est lié à notre système éducatif, notre éducation, tout ça. Mais aux États-Unis, un exemple tout con, tu vois, aux États-Unis, quand je faisais des démos, c'était facile pour moi, tu vois, pendant la démo, de dire, bah, là, c'est là où vous mettez votre carte bleue. Et les gens mettaient, payaient, et après, ils étaient contents, tu vois. En France, ils vont faire vraiment l'essai gratuit des 14 jours. Après ça, en général, ils vont me dire, est-ce qu'on peut pas faire une extension de 14 ? Tu es là, tu fais, mais tu as déjà eu des rendez-vous, genre de quoi tu parles, tu vois. Enfin, et en fait, en fait, tu perds du temps quand tu demandes des trucs de crevard, tu fais perdre du temps aux gens. Ça n'a aucun sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Surtout que, tu vois, on parle quand même d'un produit. Nous, notre produit, c'est entre 50 et 100 balles par utilisateur, quoi. Donc, c'est rien, quoi, tu vois. Enfin, genre, tu peux pas te dire que ça va changer la face de ton entreprise de dépenser ça, tu vois. Et en fait, ça, c'est un truc qu'on voit où il y a vraiment trop de gens qui essayent. Et je pense qu'en fait, si dans ta vie personnelle, parce que moi, je peux parler d'expérience, c'est-à-dire que je suis un gros crevard de base. Toute ma vie, tu vois, j'ai grandi avec très peu d'argent, donc j'étais tout le temps à négocier tout dans tous les sens, tout ça. Et en fait, au début, j'étais comme ça, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte que je perdais un temps de malade. Tu vois, les gens qui commencent à… Par exemple, un exemple tout con, il y a des gens, tu vois, qui vont créer des comptes. Et en fait, par exemple, je ne sais pas si mon adresse est guillaume@lemlist.com. Bah, tu vois, je peux recréer un compte avec guillaume+1@lemlist.com. Et tu as des gens, ils vont créer genre 1000 comptes comme ça. Ils vont devoir reset-up à chaque fois leur campagne, faire les trucs, les machins. Ça ne sert à rien, en fait. Tu perds ton temps. Ça veut dire que, en fait, quand tu fais ça, tu mets une valeur monétaire sur ton temps qui est tellement faible, c'est que ça en devient triste pour toi, en fait. C'est que tu vois, ta valeur en tant que personne, genre, elle diminue énormément. Donc, il y a eu un moment où je me suis dit, putain, mais c'est vrai, tu vois. Et maintenant, quand je vois un outil il est bien, même si je me dis, oh, tu sais quoi, peut-être c'est un petit peu cher, je sais pas, tu vois, il y a des gens qui bossent derrière, c'est pas des énormes corporations, tu vois, où tu sais pas trop où l'argent va. Non, tu vois, il y a des, tu vois, les projets bootstrap, les projets où tu as des équipes un peu petites. Je m'en fous, je suis content, tu vois, ça me fait plaisir de donner. C'est aussi ça l'économie, tu vois, il faut savoir un peu distribuer les richesses, redonner un petit peu, et c'est comme ça que ça fonctionne, quoi. Bien sûr. Et la dernière question que je voulais te poser, c'était nous, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une multitude d'outils qui sortent sur le marché. Quel est selon toi le futur des outils SaaS? Ouais, c'est une bonne question. En fait, tu vois, on voit qu'il y a en gros, la courbe du SaaS depuis les 10 dernières années, c'est vraiment exponentiel, quoi. C'est-à-dire que la barrière à l'entrée pour créer des produits tech, elle est de plus en plus petite. On a maintenant aussi un mouvement, tu vois, avec le no-code qui arrive. Donc, tu peux créer carrément des premiers projets sans savoir coder, mais juste en étant un peu malin, mettre des briques, tout ça. Il y a des énormes marchés qui se créent avec les Zapier, Integromat, qui t'aident à connecter tous ces outils. Donc, en fait, je pense que, il va y avoir 2 types de produits. Tu auras les mastodontes qui vont faire des plateformes, donc très larges. On peut penser à des HubSpot, Salesforce, etc. Ça, je pense que, tu vois, dans l'éventail, être très, très large, c'est ce qui permet de te développer et d'aller taper énormément de marchés. Ça, c'est assez logique. Mais après, tu vas aussi avoir
ce qu'on va appeler les micro SaaS, mais qui vont potentiellement pouvoir faire des dizaines, voire des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais c'est-à-dire faire une seule chose ultra bien sur une verticale. Et je pense qu'il va y avoir un peu les deux. Et après, globalement, tu vois, garder un petit peu cet écosystème d'outils qui te permettent de tout intégrer. Ok. Et ça, je pense que c'est des gros challenges que certains outils comme Zapier essayent de tacler, mais qui ne fonctionnent pas forcément toujours ultra bien. À plus, merci beaucoup. Je vais pas te prendre plus de temps. Merci beaucoup.